Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, c'est le moment de retrouver Philippe Hoffmann, Guillaume de Brébisson. Alors, vous nous parlez aujourd'hui des ados et des familles recomposées. Voilà encore quelque chose qui est difficile, j'imagine, pour les ados. Oui. Bonjour Brigitte. Bonjour Guillaume. Oui, aujourd'hui, je vais parler d'une situation qui touche à peu près 10% des familles. C'est pas énorme, mais enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. C'est les familles recomposées et puis la réaction des enfants et des ados, surtout, à l'intérieur de ces familles. Ça se passe moyennement bien, ça dépend des familles évidemment, mais enfin en général il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits, et puis les ados ils sont encore plus virulents que les tout petits, donc ils y vont un peu fort, il y a des insultes, parfois ça va jusqu'à la bagarre, quoi, et on entend souvent les phrases du style lâche-moi, t'as pas d'ordre à me donner, t'es pas ma mère, t'es pas mon père, je te déteste, et parfois bien pire. Donc c'est un rejet qui est assez classique, mais qui existe depuis très longtemps. En fait, dans les histoires de famille, vous savez, on a toujours une idéalisation de la famille où la famille devrait être parfaite, unie, solide, solidaire, etc. Et bon, ça, c'est une image d'Épinal. Et en fait, dans la famille recomposée, c'est toujours le personnage maudit qui arrive au sein de cette famille qui viendrait remplacer cette figure idéale. Et on a toujours la représentation, vous savez, de la marâtre ou de l'abuseur violent qui reste ancré dans notre imaginaire collectif. Et on a du mal à en décoller. Pourtant, aujourd'hui, la plupart des couples qui veulent recomposer une famille, ils le font avec des trésors de patience, d'efforts pour apprivoiser les enfants, malgré un malaise et parfois des provocations. Donc, mais est-ce que Philippe Hoffmann, justement, c'est quand la famille se recompose, si je puis dire, et que l'ado et que l'enfant est ado, est-ce que c'est plus difficile, justement? À partir de, quel est l'âge difficile? Qu'est-ce que vous diriez? Il y a l'âge le plus compliqué, en fait, c'est le début de l'adolescence. Comme je le dis souvent dans mes chroniques, le début de l'adolescence, c'est parce que c'est une sorte de révolution totale, à la fois biologique, sexuelle, psychologique, cognitive, enfin bon, ça part dans tous les sens. Donc les ados, ils ont vraiment un fort sentiment de perte. Et quand ils sont dans cette situation, ça vient en rajouter, si vous voulez, l'histoire de la séparation conjugale et de la recomposition familiale. Donc forcément, celui qui arrive ou celle qui arrive, c'est l'ennemi à abattre. Et en plus de ça, souvent il y a une ex ou un ex qui s'est senti bafoué, lésé, rejeté, qui en rajoute et avec des mots du genre ouais, cette pouffe qui a rapté ton père ou ce pervers manipulateur qui a séduit ta mère, etc. Donc on connaît tout ça, puis vous en parlez souvent dans vos émissions. Et évidemment, c'est pas pour arranger les choses. Mais ce qui se passe aussi, et ce qui est particulier, c'est qu'il y a un trouble supplémentaire qui est lié vraiment à la sexualité, pour les jeunes qui arrivent dans ces eaux-là, vers 13 ans, vers 13-14 ans, parce que les ados, ils peuvent pas vraiment rejouer une histoire oedipienne classique en rejetant papa ou maman et en étant tout à la fois proche et distant. Et par exemple, si la mère se remarie, ils vont avoir le sentiment de la perdre totalement parce qu'elle va retrouver un statut de femme et des désirs sexuels. Et eux, ils voudraient qu'elle soit une mère asexuée, et qu'elle soit là pour eux, à leur service, et certainement pas avec des désirs de femme avec un homme. Donc c'est pas si simple. Alors le beau-père, il va rassurer l'enfant en lui disant ben non, je vole pas ta mère, mais enfin il va devoir se faire très discret dans ses désirs sexuels, et en plus avec les adolescentes c'est encore pire parce que il devra être prudent dans ses paroles et surtout dans ses gestes, parce que il y aura aussi dans tout ça des fantasmes de séduction de la jeune fille mêlés à la rivalité.
Donc, c'est pas simple de faire une famille nombreuse et heureuse. Beau-père et belle-mère doivent rester discrets, laisser le conjoint. Mais justement, est-ce qu'il faut pas plutôt attendre un tout petit peu finalement avant de présenter le beau-père ou la belle-mère Ah oui, il faut pas se précipiter. Quand l'enfant a 12, 13 ans, 14 ans, est-ce que c'est pas mieux de laisser passer un an ou deux Voilà. Je sais pas. De toute façon, il faut toujours du temps pour savoir si c'est le bon partenaire. Donc, c'est sûr. Bon. Mais ça. Au-delà de ça, est-ce que les adultes n'ont pas pour eux la chance d'avoir le temps long? Parce que finalement, ce que vous décrivez, quel tableau, vers 12-13 ans, je suis bien d'accord, c'est une période difficile, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Bon, si les parents sont suffisamment costauds et leur amour est suffisamment fort, peut-être qu'il leur suffit d'attendre quelque part, non? Alors c'était un peu la conclusion que je voulais dire, c'est-à-dire que effectivement on peut attendre avant de s'imposer comme ça dans une famille parce que c'est trop chaud, c'est trop compliqué. Maintenant on peut pas attendre éternellement non plus. À un moment donné, il faut aussi que les adolescents comprennent que si avant il y avait une histoire qui était un peu désastreuse et qui s'étaient habitués à cet enfer-là, eh bien ils seront quand même un peu plus heureux avec des parents heureux. Et amoureux. Et donc avec le temps, si l'amour l'emporte et que le couple est fiable, eh bien l'ambiance va s'apaiser. Et puis les enfants vont petit à petit grandir dans cette nouvelle famille et se faire des nouveaux repères, éventuellement avoir des liens plus forts avec des frères et des sœurs d'une nouvelle tribu, ou des demi-frères et sœurs, ou quasi-frères et sœurs. Et donc ils auront dans leur histoire des parents sociaux de référence qui vont se rajouter aux parents biologiques. Et c'est bien parce que ça permet aussi d'avoir un panel comme ça d'identification qui donne des forces dans la vie parce qu'il faut s'adapter à tout. Oui, et puis ils partiront avec l'idée que l'amour c'est pas éternel, qu'un amour ça peut durer un certain temps, et c'est peut-être pas mal non plus parce que quand on voit aujourd'hui à quel point les couples ont du mal à tenir sur la durée, ça leur donne un autre repère que l'idéal amoureux avec lequel on part souvent quand on est ado. Exactement. Mais on en a besoin quand même. On a autant besoin de l'idéal que de la réalité. C'est vrai. Je pense que des enfants qui seraient restés dans un couple qui se détesterait en silence, sans jamais ébranler les fondations du couple, seraient plus heureux que des ados qui peut-être vont essayer de tout casser pendant 1 an ou 2, mais qui vont finalement se sentir rassurés d'être dans une ambiance aimante. Exactement. Eh ben, merci beaucoup, comme toujours, Philippe Hoffmann, de cet éclairage qui permet de comprendre la société dans laquelle on vit, puisque les ados, c'est les adultes de demain. Merci beaucoup, Philippe Hoffmann.